Hier, nous avions diffusé un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, qui a déchaîné l'impréparation et qui a vraiment suscité beaucoup de polémiques. Il s'agit du sujet de l'Union africaine et de l'échec que nous avons nous-mêmes qualifié d'inquiétant, l'échec de l'Algérie face au Maroc au sein de l'Union africaine. Et nous avons demandé le départ de M. Attaf pour que nous rendons responsables de cet échec, parce que l'Algérie avait échoué hier à se faire élire au sein de l'organe le plus stratégique et le plus influent de l'Union africaine, qui est le CPS, le Conseil de paix et de sécurité. Le sujet que nous avons développé hier a été effectivement, nous avons été un petit peu brutaux, nous avons été de bousculer à la diplomatie algérienne, parce que d'abord, nous pensons que le recul de l'Algérie sur la scène africaine, il est extrêmement inquiétant, est extrêmement grave. L'Algérie, elle a réagi officiellement. Les autorités algériennes ont réagi officiellement. Alors, ce n'est pas le ministère algérien des Affaires étrangères qui a réagi, c'est l'APS, l'organe officiel de l'État algérien, l'organe médiatique officiel. L'APS, elle a apporté des nuances. L'APS, elle a démenti tout échec ou tout recul de l'État algérien ou de l'Algérie, de la diplomatie algérienne face à son rival, face à sa rivale, la diplomatie marocaine, ou tout échec de l'Algérie face à son rival direct, qui est le Maroc, lors de cette course pour les élections des membres du Conseil de paix et de sécurité. Quelle est la version? Là, on est objectif. Là, on est objectif parce qu'hier, on a été accusé par certaines sources de rouler pour le Maroc, de rouler pour le Makhzen. À chaque fois que nous parlons du recul de l'Algérie face à des intérêts marocains, ou que de l'incapacité de nos dirigeants algériens à protéger nos intérêts face au lobbying marocain ou face aux opérations de lobbying marocain menées sur le continent africain, on est accusé d'être des pro-marocains. Ça, mais franchement, ça devient toxique, ce débat-là, ça devient extrêmement, et c'est très difficile maintenant pour les journalistes algériens, indépendants, les journalistes intègres et honnêtes, de se positionner, même pas de se positionner, de parler des faits. Les faits, c'est qu'hier, l'Algérie n'a pas été élue. Donc c'est un échec, alors que l'Algérie, elle avait l'habitude d'être élue facilement, parce qu'on a été un membre de 2003 à 2021, on a été largement, et à chaque fois membre, à plusieurs reprises membre, de 2003 à 2021, on a été plusieurs fois membre du Conseil de sécurité et de la paix, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. On a toujours été l'un des membres fondamentaux, l'un des membres influents. L'échec d'hier nous a inquiétés, nous a interpellés, parce qu'on aime l'Algérie justement, parce qu'on a peur pour son avenir, parce qu'on n'a pas envie que notre pays décline, parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de mauvaises relations avec les pays africains, dans les pays de notre voisinage direct, comme le Mali, et que le Maroc, il est en train de percer de façon remarquable. Ça veut pas dire qu'on est en train de faire de la chita pour le Maroc. Le Maroc n'a pas besoin de Abdou Samar des autres. Il est en train d'avancer, il est en train de se positionner. Il est revenu depuis 2017 au niveau des instances les instances suprêmes et les instances les plus importants de l'Union africaine. Il avance, il progresse. Nous, on aimerait que l'Algérie conserve sa position d'acteur influent et d'acteur historique de l'Union africaine. C'est le seul objectif pour lequel nous concourons, pour lequel nous œuvrons, et que nous défendons, ni plus ni moins, en restant fidèles aux faits. Alors, on est hier la version des autorités algériennes par le biais de l'APS, donc c'est même pas le ministère des Affaires étrangères algérien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a été dit par l'APS? Il a été dit que l'Algérie se rapproche du siège, donc elle a toutes ses chances, elle garde toutes ses chances pour obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité. L'Algérie, selon l'APS, elle a obtenu 30 voix sur les 33 requises. Alors, voilà ce qui a été dit selon l'APS. L'Algérie qui se présentera de nouveau à ce poste lors des élections reportées au mois prochain, au mois de mars, a battu le Maroc à tous les tours, avec un écart avoisinant le double, l'excluant ainsi de course après 6 tours, durant lesquels le Maroc a démontré son incapacité de rivaliser avec l'Algérie, compte tenu de l'écart important dans le nombre des voix. 30 voix contre 17 voix seulement pour le Maroc au 6e tour, selon les informations qui ont été révélées et indiquées par l'APS, reflétant ainsi l'influence de l'Algérie dans le continent africain. Lors de ces élections qui se sont déroulées au premier tour de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue en 7 tours exécutifs,
objectif, l'Algérie a battu les 2 autres pays en lice, à savoir la Libye et le Maroc, et ce pour le mandat 2025-2027. Le nombre de voix requis, 33 voix, soit les 2/3 du suffrage des États votants, n'ayant pas été atteint, la Commission de l'Union africaine a été contrainte de reporter le vote au mois prochain, le mois de mars. Comme à l'accoutumée, à travers ces campagnes de désinformation contre l'Algérie, le Maroc évite d'admettre qu'il était candidat à ce poste, tout en occultant le fait que c'est l'Algérie qui l'a éliminé. Donc, d'abord, j'aurais aimé que ce communiqué, j'aurais aimé que le ministère des Affaires étrangères s'exprime et communique. Donc, il n'a pas choisi de communiquer parce que c'est lui qui était directement concerné par cette affaire, par ce dossier. Il a préféré donner des informations à l'APS pour que l'APS puisse communiquer directement. C'est pas grave, c'est un couac, mais c'est pas un scandale en soi. Mais là, l'APS, elle reconnaît, comme on a dit, on n'a pas menti. L'Algérie n'a pas atteint les 33 voix pour se faire élire au sein du CSP, au sein du Conseil de paix et de sécurité. Nous, qu'est-ce qu'on a rapporté hier? On a rapporté hier que c'est le Maroc. On n'a pas dit que le Maroc a gagné contre l'Algérie. On a dit que le Maroc a manœuvré, dans les coulisses pour empêcher que la majorité des pays africains, à savoir les 33 pays, 33 voix, vont vers l'Algérie. C'était ça la manœuvre du Maroc. Le Maroc, pour qu'il conserve son poste au sein du Conseil de sécurité et de la paix de l'Union africaine, il a dissuadé, il a fait du lobbying dans les coulisses, il a influencé d'autres pays africains pour qu'ils ne votent pas pour l'Algérie. Voilà le problème où est-ce qu'il est situé. Et nous, on s'est interrogé hier sur les compétences et les capacités réelles d'Ahmed Attaf et de son administration actuelle à lutter efficacement et à contrecarrer les opérations de lobbying du Maroc. On n'a pas glorifié le Maroc, au contraire, on est en train de dire il y a un lobbying hostile de la part du Maroc au sein des instances de l'Union africaine pour saboter, pour empêcher l'Algérie d'avancer, de progresser et de retrouver sa place au sein des instances les plus stratégiques et les plus sensible de l'Union africaine. On n'est pas en train de dire que le Maroc il est beau, il est magnifique, il sait bien ce qu'il fait. On a dit au contraire pourquoi Ahmed Attaf et l'ensemble de ses collaborateurs n'arrivent pas à faire échec ou à bloquer ou à comment dirais-je empêcher les manœuvres de lobbying du Maroc à compromettre les intérêts vitaux de l'Algérie. Parce qu'il est vital pour l'Algérie de garder une place importante sur l'échiquier africain, notamment au sein des instances les plus sensibles, les plus stratégiques de l'Union africaine, comme par exemple le Conseil de paix et de sécurité, qui je rappelle le CPS de l'Union africaine, c'est lui qui se charge de la politique de lutte contre le terrorisme, de maintien de la paix sur le continent africain, des médiations et des règlements du conflit entre les pays africains, et il est en contact direct avec tous les pays africains qui ont des problèmes de sécurité, d'insécurité, de terrorisme, des différents frontaliers, des conflits armés avec leurs voisins ou avec des factions de rébellion interne. Donc ça donne au CPS, c'est la sécurité et la paix et les conflits armés sont les préoccupations majeures du continent africain, parce que il ne peut pas y avoir de développement sans paix et sans sécurité. Voilà nos propos. Nos propos, on était là pas pour glorifier le Maroc au détriment de l'Algérie. À chaque fois qu'on essaie de parler de la rivalité algéro-marocaine, on nous reproche de glorifier le Maroc au détriment de l'Algérie. C'est pas vrai. Nous, on rapporte les faits. Les faits, ils ont été confirmés par la PS. Elle a bien dit que même la PS reconnaît que le nombre des votes n'a pas été acquis par l'Algérie. Maintenant, ce qui est nouveau, ce qui est rassurant, c'est que la PS affirme que l'Algérie a battu le Maroc dans tous les tours, et que le Maroc n'a pas réuni le nombre de votes nécessaires. Alors, normalement, il faut savoir que normalement, pour le CPS de l'Union africaine, il est censé avoir une rotation. Alors, comment ça marche? On a expliqué hier que le CPS, il compte 15 pays, dont 10 pays, ils ont un mandat de 2 ans, et 5 pays pour un mandat de 3 ans. Par rotation. En janvier 2024, l'année dernière, en février 2024, il y avait le Burundi, la République du Congo, le Ghana, la Gambie, le Sénégal, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Tunisie ont achevé leur mandat de 2 ans. Le Cameroun, Djibouti, le Maroc, la Namibie et le Nigeria ont un mandat de 3 ans. À l'époque, ils avaient un mandat de 3 ans ils ne se représenteront qu'aux élections de 2025. C'est-à-dire que le Maroc avait été élu pour un mandat de 3 ans entre février 2022 et son mandat s'achève
s'achever en février 2025. Le Maroc avait déjà un mandat de 2 ans, auparavant entre 2018 et 2020. Ensuite, il a obtenu un mandat de 3 ans entre 2022 et 2025. Donc, l'Algérie devait concurrencer le Maroc, effectivement, pour le mandat, à la fin du mandat du Maroc, à savoir en février 2025. La rotation, comme je l'ai expliqué hier, il y a une répartition régionale. Les sièges sont disponibles. L'Afrique de l'Est, elle a 2 sièges. L'Afrique du Nord, alors pour les élections de février 2000, pour les élections de février, pour février 2025, voilà, pour février 2025, l'Algérie devait affronter donc l'Égypte, la Mauritanie, etc. pour normalement remplacer le Maroc. Mais le Maroc a décidé de se représenter. Pour se représenter, il devait donc contrecarrer l'Algérie. Certes, comme le dit l'APS, et c'est rassurant. Ça nous rassure que l'Algérie a pu donc battre selon les informations qui ont été présentées par l'APS. Donc pour le moment, nous n'avons que cette source. L'Union africaine il n'y a pas une source au sein de l'Union africaine qui a pu nous donner les décomptes et le nombre des voix de façon précise. Mais les informations qui ont été rapportées par l'APS, certainement en s'appuyant sur le ministère algérien des Affaires étrangères, affirment que l'Algérie a battu de 30 voix, le Maroc contre 17 voix. Donc, ce qui reflète, selon elle, l'influence de l'Algérie dans le continent africain. Mais elle n'a pas été élue. Justement, le Maroc, normalement, il a fait son mandat. Normalement, le principe de la rotation, normalement, le Maroc ne fait pas de mandat de 2025 à 2028. Normalement, pour le mandat de 2025 à 2027, c'est un mandat de 2 ans cette fois-ci. En fait, la rotation, finalement, elle n'est pas la rotation, elle s'applique pour le nombre d'années, c'est-à-dire entre 2 et 3 ans. Mais apparemment, au sein de l'Union africaine, la rotation ne s'implique pas pour le siège du pays. C'est-à-dire qu'un pays a le droit de se représenter comme il veut. Hier, peut-être on s'est trompé de lecture en essayant d'expliquer le fonctionnement de l'Union africaine et de ce Conseil de paix et de sécurité. On pensait que la rotation, d'après notre lecture, était que chaque pays termine son mandat et doit laisser la place à un autre pays. Finalement, non. La rotation se fait au niveau des 2 ou des 3 ans. Donc, il y a donc un mandat qui est le prochain mandat. Le précédent mandat, il était de 2022 à 2025. Le prochain mandat, il sera de 2025 à 2027. Et donc l'Algérie, selon l'APS, a battu la Libye et le Maroc. Tant mieux. Mais nous n'avons pas réuni les 33 voix. C'est que cette victoire n'est pas complète. Donc cette victoire reste inachevée. Et à partir du moment où l'Algérie n'a pas accueilli les 33 voix, le Maroc a conservé son poste jusqu'au mois de mars prochain. Donc il y aura de nouvelles élections. Quelle est la stratégie marocaine? La stratégie marocaine, justement, c'est ce que vous voulez expliquer. C'est ce qu'il a expliqué le journaliste kényan que nous avons cité hier. Le Maroc, sa stratégie est d'empêcher que l'Algérie puisse atteindre les 33 voix pour qu'il puisse conserver son poste. Tant que le pays qui veut remplacer le Maroc ne réunit pas les 33 voix, le Maroc garde son poste et les élections sont à chaque fois reportées. Donc l'échec de Ahmed Attaf, il est où? Il est dans son incapacité à réunir les 33 voix. C'est ça l'échec dont nous parlons. Maintenant, l'APS se montre rassurante. On espère que ce que dit l'APS, elle est vraie. Et on donne rendez-vous à Ahmed Attaf au mois de mars prochain. Si au mois de mars prochain, l'Algérie est réélue, on lui dira bravo. On lui dira bravo, t'as réussi à surmonter les obstacles qui ont été dressés par le lobbying marocain. On dira bravo et on va se satisfaire de de ce retour de l'Algérie au sein du CPS. Nous, on n'est pas là pour rabaisser l'Algérie. Il faut arrêter. Le problème, il y a un complexe aujourd'hui. Dès qu'on parle de la rivalité algéro-marocaine, si on va pas dans le sens, si on caresse pas dans le sens du poil les autorités algériennes, on nous accuse de rabaisser l'Algérie au détriment du Maroc. Et c'est la même chose. Si on ne caresse pas dans le sens du poil les autorités marocaines, on nous accuse de rabaisser le Maroc au détriment de l'Algérie. Il n'y a plus de possibilité d'être objectif. L'objectivité est qu'aujourd'hui, l'Algérie, plus que le Maroc, c'est historique, c'est elle qui était l'acteur le plus influent de l'Union africaine. Que depuis 2017, le retour du Maroc, le Maroc se améliore son positionnement et ne cesse de faire des percées remarquables au sein de l'Union africaine. Et que le lobbying marocain, il est malheureusement pour l'Algérie, parce que c'est une rivalité de plus en plus efficace. La preuve, l'Algérie n'a pas réuni les 33 voix hier. Auparavant, l'Algérie avait la possibilité, à l'époque de Bouteflika, de se faire élire et de se faire réélire
beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, parce que la majorité des pays africains la soutenaient. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays africains qui cèdent à la tentation du lobbying marocain, qui cèdent aux pressions du lobby marocain, ou qui sont davantage positionnés en faveur du Maroc, et qui, en alliance avec le Maroc, ils ralentissent, ou ils bloquent, ou ils compromettent les intérêts de l'Algérie. C'est ce qu'on voulait exprimer hier. Maintenant, il faut que malheureusement, si on veut réellement que notre pays évolue et progresse, bon, là, on rapporte l'information. Donc, l'Algérie nie tout échec face au Maroc. Il donne rendez-vous au Maroc au mois de mars. On verra au mois de mars. Si l'Algérie va encore une fois est-ce qu'elle va se faire élire ou elle va être bloquée? Donc, rendez-vous au mois de mars. Normalement, ce sera la mi-mars prochain. Ça sera en plein mois du Ramadan. On verra comment ça va se passer. Mais nous, encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de la rivalité algéro-marocaine qu'on est contre l'Algérie. Nous, on n'est ni contre l'Algérie, ni contre le Maroc. Nous, on est pour les intérêts de notre pays. On voudrait un rapport équilibré. Nous, on voudrait que l'Algérie ne soit pas dominée par le lobby marocain et elle ne soit pas écrasée, que notre pays ne recule pas sur la scène continentale et régionale et qu'il se fasse remplacer de façon durable, de façon pérenne par le Maroc. C'est ce qu'on veut. On veut des rapports et on veut que l'Algérie préserve son prestige, que l'Algérie préserve son influence. Mais quand on parle de la rivalité algéro-marocaine, on n'a pas été téléguidé, télécommandé. Personne ne nous appelle au téléphone pour dire, allez, insulter l'Algérie. On n'a jamais insulté quiconque. On a juste dit que M. Attaf doit partir. Parce que la diplomatie algérienne ne brille pas. Trop d'incohérences, trop d'inconstance, trop de contradictions. Ce ministre ne fait pas l'affaire. C'est ce qu'on a dit. Et on s'est appuyé sur le dernier échec en date. Bon, il n'y a pas d'échec selon les autorités algériennes. On le verra au mois de mars. Pour moi, il y a eu échec. Parce que d'habitude, encore une fois, à l'époque de Bouteflika, l'Algérie pouvait se faire élire et élire dans les agendas, dans les temps impartis par les agendas dès les premières élections. Au sein des instances de l'Union africaine. Maintenant, on a été bloqué. Est-ce qu'au mois de mars, on va surmonter ce blocage qui a été fomenté par le Maroc? Une affaire extrêmement discrète. Beaucoup de médias spécialisés, de services de renseignement étrangers, de observateurs et de spécialistes du marché international des armes, et notamment du marché international de l'aviation militaire, avaient soupçonné l'Algérie d'avoir négocié secrètement avec la Russie pour acheter des exemplaires de son avion de 5e génération, un avion extrêmement redoutable qui, depuis 2020, fait beaucoup parler de lui, même si les Occidentaux doutent beaucoup de son efficacité sur les terrains, sur les champs de bataille. Il n'en demeure pas moins que la majorité des experts militaires ou les experts de l'aviation militaire reconnaissent que l'avion russe, le Sukhoi 57, appelé Felon, le Sukhoi 57 plus exactement, le Su-57, qui est l'avion de 5e génération russe, est l'un des meilleurs de sa génération et l'un des meilleurs de sa catégorie dans le monde, extrêmement courtisé. L'Algérie vient officiellement de commander 14 appareils à la Russie. Le contrat va être appliqué à partir de fin d'année 2025 et les livraisons vont durer jusqu'à 2028. Les 2 premiers appareils seront livrés cette année et selon nos investigations, l'Algérie va dépenser plus de 850 millions de dollars pour acheter les exemplaires de cet avion russe, le Sukhoi Su-57, un avion redoutable, extrêmement prometteur et considéré comme la meilleure création de l'industrie militaire russe, de l'industrie militaire russe, plus exactement. Alors l'information a été très discrète jusqu'à ce que la télévision algérienne confirme que des pilotes algériens seraient à Moscou pour se former afin d'apprendre à piloter des nouveaux appareils militaires, des nouveaux avions de chasse russes que l'Algérie va acquérir bientôt. Et c'est là où on a eu l'inconfirmation officielle. Auparavant, vers la mi-novembre, il y avait un officiel russe qui a annoncé que l'Algérie, sans citer le mot l'Algérie, non, en novembre 2024, il y avait un salon mondial qui était un salon mondial en Russie, en Chine, à Zhuhai,
à Zhuhai. Il y avait un haut fonctionnaire russe représentant un dirigeant d'un grand groupe militaire qui avait annoncé que la Russie avait déjà trouvé un premier client pour son chasseur furtif, le Sukhoi Su-57. À l'époque, la Russie avait refusé de révéler son identité pour expliquer que c'est la première fois qu'elle va vendre son avion de combat de 5e génération, qui a été développé depuis 2010, mais qui mis en service, la Russie cherche à le vendre depuis 2020. Il y avait donc beaucoup de spéculations, on ne savait pas pourquoi, etc. En réalité, la Russie voulait protéger l'Algérie des pressions américaines, parce qu'auparavant, à chaque fois que la Russie voulait ou avait tenté de vendre ce Sukhoi Su-57 Félon, les clients qui se sont intéressés à cet appareil ont subi beaucoup de pressions américaines, notamment des sanctions, de menaces de sanctions américaines. D'abord, c'était l'Égypte, selon les médias spécialisés, c'était l'Égypte qui avait commandé la première fois cet avion, c'était juste après 2018. Ensuite, il y avait la Turquie, il y avait l'Inde qui s'intéressait à cet avion. Ensuite, des autres pays alliés de la Russie, comme le Venezuela ou l'Iran, etc., avaient réfléchi pour acheter cet avion, mais qui coûte cher. Il faut savoir que l'exemple, un de ces avions coûte entre 60 à 70 millions de dollars. C'est extrêmement cher. Donc, très peu de pays avaient les moyens de l'acheter. Et l'Algérie a décidé finalement de sauter le pas et d'acheter ses futurs Sukhoi Su-57 Félon. Les pilotes algériens ont été donc envoyés en Russie et normalement, d'après les informations que nous venons que nous avons pu récupérer, que nous avons pu recouper en tout cas, plutôt, au moins 2 appareils seraient livrés en 2025, ensuite 6 appareils seraient livrés entre 2026 et 2027, et le reste, c'est-à-dire l'Algérie d'ici 2028 aurait récupéré les 14 exemplaires, 14 avions de ce Sukhoi, 14 avions Sukhoi Su-57 Félon, encore une fois le meilleur avion de la 5e génération d'avions de chasse, le dernier cri de l'aviation militaire russe. C'est, encore une fois, selon nos sources, un investissement de plus de 850 millions de dollars. C'est un budget très important, mais l'Algérie a décidé de moderniser son aviation militaire russe et elle a expliqué, nos sources à qui nous avons parlé, nous ont expliqué que cet avion chasseur russe de 5e génération va permettre à l'Algérie d'assurer une certaine domination, une certaine force de frappe impressionnante et dissuasive face à ses potentiels adversaires. Naturellement, quand on dit potentiel adversaire, aujourd'hui on fait référence au Maroc, parce qu'il y a une forte, une forte rivalité, une forte tension avec le Maroc, et l'Algérie veut, selon nos sources, non pas menacer ou attaquer son pays voisin, mais elle veut juste dissuader effectivement son pays voisin qui a fait des alliances militaires avec Israël et les Émirats Arabes Unis et les pays occidentaux, et qui achètent souvent du matériel américain ou matériel français. Et ben l'Algérie, il faut savoir que l'aviation militaire algérienne, elle est 100% russe, elle n'utilise que des avions de chasse russes, et l'Algérie était donc elle se sentait contrainte d'investir, de consentir cet investissement de plus de 850 millions de dollars pour acquérir ces avions de combat qui lui permettraient donc de se doter d'appareils ultra modernes capables de, encore une fois, de porter un coup fatal lors d'une confrontation entre dans une confrontation militaire directe. Il faut savoir que la Russie, depuis 2010, elle n'a fabriqué que 32 exemplaires de cet avion. Donc 10 prototypes. Elle n'a pas, c'est un chasseur qui est polyvalent, qui est capable de combattre dans les airs, mais aussi de mener des frappes terrestres et maritimes. Il est furtif. Il est considéré comme, il a vraiment des caractéristiques, on va pas rentrer dans le détail technique, mais il a vraiment des caractéristiques militaires extrêmement, qui font de lui un avion redoutable, et je pense que c'est la première fois qu'il y a un avion de 5e génération. 5e génération, ça veut dire que nous avons ici le dernier cri de l'aviation militaire. L'Algérie a décidé donc de frapper fort, de démontrer ses ambitions militaires, de démontrer ses capacités à se protéger, à moderniser son arsenal militaire, et de démontrer que elle veut absolument moderniser son armée de l'air, qui constitue aujourd'hui, encore une fois, que
d'avions militaires russes. Bon, après, on peut relancer ce débat. Est-ce que cette dépendance vis-à-vis de l'armement russe, est-ce qu'elle est vraiment utile pour notre sécurité nationale? Est-ce que ça nous permettra de se protéger réellement? Est-ce que les armes russes sont très utiles? Bon, depuis la guerre en Ukraine, il y a une vive polémique sur l'efficacité comment dirais-je, la robustesse des armes russes. Certains disent que voilà, la Russie n'a pas pu dominer ultra militairement l'Ukraine, qui a été soutenue par des équipements militaires occidentaux parce que ces armes ont prouvé leurs limites. D'autres disent que non, finalement non, la Russie, l'armement russe, les systèmes militaires russes, les équipements militaires russes ont prouvé leur efficacité sur le terrain ukrainien et sur les champs de bataille, et la Russie a pu quand même, malgré tout le soutien occidental extrêmement fort apporté à l'Ukraine, gagner cette guerre. Bon, les experts sont très divergents sur ce point-là, mais il faut noter que l'Algérie est ultra dépendante de la Russie. Il faut savoir que, comme je vous ai dit au départ, ce contrat était très difficile à négocier puisque les États-Unis d'Amérique avaient fait pression sur l'Égypte auparavant et sur d'autres pays pour qu'ils n'achètent pas cet avion. Il y avait une loi qui date de 2018 qui sanctionne directement les potentiels clients militaires de la Russie s'ils achetaient quelques équipements militaires qui pourraient déstabiliser les rapports de force dans leur environnement immédiat ou qui pourraient être utilisés contre des alliés des États-Unis d'Amérique. Mais selon plusieurs sources spécialisées, même des médias spécialisés, apparemment il y a eu des négociations entre l'Algérie et Washington, c'est que l'Algérie avait déjà anticipé la réaction américaine et elle avait consulté les États-Unis d'Amérique pour lui demander de ne pas subir des sanctions américaines à condition qu'elle achète apparemment qu'un petit quota. C'est pour ça que l'Algérie n'a acheté que 14 exemplaires, 14 avions. 14 avions, c'est pas, selon les spécialistes, en tout cas, selon les écrits de pas mal de sites spécialisés, ça ne permettra pas à l'Algérie de dominer outrageusement le Maroc, de le menacer directement. Ça lui permettra de bien se protéger. Donc l'idée, c'est que avec l'administration de Donald Trump, apparemment, il y avait un feu vert qui a été accordé à l'Algérie pour ne pas subir les conséquences directes de ces sanctions financières, comme contrairement à d'autres pays. Alors, c'est pas l'Iran, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas le Vietnam qui va acheter cet avion. Le premier client africain, en tout cas, ce sera l'Algérie. Les Russes avaient extrêmement du mal, à cause des menaces de sanctions américaines, de vendre cet avion. Donc l'Algérie franchit une étape importante de la modernisation de sa aviation militaire. Oui, c'est bien, oui, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, il faudra peut-être qu'on se pose aussi la question jusqu'à quand nous allons dépenser des milliards et des milliards sur notre armement, et jusqu'à quand nous allons aussi comprendre qu'une armée forte, sans une économie forte, sans une éducation forte, sans un système de santé moderne aussi, ça ne permettra pas à l'Algérie de se protéger. L'Algérie ne peut pas se garantir sa sécurité uniquement à travers la défense militaire, à travers les moyens militaires. Il y a aussi d'autres moyens pour pouvoir garantir sa sécurité, c'est le développement technologique et le développement économique. Il faut savoir que l'armée, pour qu'elle puisse dépenser, avoir tous ces budgets-là importants pour acheter des armes, il faut que l'État soit capable de lui donner cet argent. Or, si l'Algérie n'a pas une économie productive, une économie riche, une économie prospère, on ne pourra pas longtemps garantir ces budgets importants pour l'armée, sachant que vous savez bien que pour 2025, le budget de l'armée algérienne est quand même extrêmement historique, il est inédit, il va dépasser les 25,8 milliards d'euros. On s'approche des 25 milliards de dollars. Ça sera 24 milliards d'euros, presque 25 milliards de dollars. C'est la première fois où l'Algérie va consacrer un budget aussi important officiellement pour financer des contrats d'armement, la modernisation de l'arsenal militaire ainsi que l'acquisition de nouveaux systèmes de défense. C'est le cas aujourd'hui. Ça commence avec cette première commande de cet avion de 5e génération russe. Espérant que ces investissements seront rentabilisés plus tard, espérant surtout que l'Algérie pourrait à l'avenir devenir un véritable pays prospère pour à la fois financer son armée et financer son développement. C'est bien d'avoir des avions de chasse, quand ça protège la sécurité nationale, c'est même très bien, mais n'oublions pas que la sécurité nationale a besoin aussi de stabilité économique, de prospérité économique, de justice sociale,